table ronde qui porte sur la littérature. Est-ce qu'elle peut devenir une action écologique? Et nous le savons très très bien, l'un des défis contemporains, l'un des défis majeurs qui se pose à toute forme de vie ou vivant à l'humanité, c'est la question du réchauffement climatique, la dégradation des écosystèmes et la réduction de la biodiversité, c'est-à-dire le problème de l'écologie. Et je vais peut-être commencer par poser une première question à nos auteurs. Pour le Oustad Al-Ash'ari, je vais poser la question en français et il répondra en arabe. On n'a pas prévu la traduction. Je vais essayer de traduire et de reprendre l'essentiel en français. Alors, de manière générale, moi j'ai envie de vous poser une question qui peut paraître à la fois banale mais complexe. Que représente pour vous la nature? Si on peut se permettre encore aujourd'hui de parler ou d'utiliser le vocable nature, parce qu'il est remis en question, on le sait très très bien, par pas mal de penseurs qui refusent aujourd'hui cette ontologie naturaliste qui sépare la culture et la nature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à séparer, comme l'a fait l'Occident, et de penser la nature comme une totalité extérieure à l'homme, parce que l'homme fait partie de ce maillage qu'est la nature et du maillage des vivants. Voilà, ma première question. Vous qui êtes écrivain, doté d'une vision et d'une sensibilité particulière, que représente la nature pour vous et dans vos écrits, quand vous écrivez sur la question du vivant et de la nature? تمثل كل شيء لأنها أولا تتضمن الكاتب نفسه وتتضمن اللغة والعلاقة بالآخرين. وفي اعتقادي أن الأدب يمكن في الشروط التي نعيشها اليوم يمكن أن يساعد على تصليح أخطاء كثيرة ارتكبها الإنسان تجاه نفسه وتجاه الطبيعة. نحن استطعنا الإنسان بقدرات الاستهلاك والتوسع في الاستهلاك استطاع أن يدفع بكثير من الكائنات إلى الانقراض. وقبل سنتين استهلكت الإنسانية في منتصف السنة كل ما تنتجه الأرض في سنة، وباقي هذه السنة استهلكها بنوع من الاستدانة من السنة المقبلة. وبطبيعة الحال فإن الأدب ممكن عندما يركز على العلاقات العضوية بين الإنسان والطبيعة، وعندما يركز على كمنتج للجمال، الأدب كمنتج للجمال عندما يركز على أن الأسس الأساسية للجمال توجد في الطبيعة وليس خارجها، يمكن أن يساعدنا على إدراك أن الكوكب ليس مجرد منتج للموارد، بل أنه كائن حي يتألم ويمكن أن يكون سعيدا ويمكن أن يثور ويمكن أن يدمر، ولذلك لابد من التعامل معه بكل رفق الأدب. Difficile de reprendre tout cela, mais je vais essayer comme je peux, puisque ça rejoint des préoccupations qui sont les miennes actuellement, puisque je m'intéresse à la question. Ce que Monsieur Al-Ash'ari a essayé de dire, c'est que pour lui, la littérature, en fait, la nature représente tout. La nature, c'est l'homme, la nature, c'est la langue, et la nature, c'est le beau. Et justement, la littérature a pour objectif de produire tout ce qui est beau, et elle ne peut que s'inspirer de la nature, tout en mettant l'accent sur la nécessité pour la littérature aujourd'hui de prendre en main la question de l'écologie, puisque l'homme, et nous le savons, j'ai tendance à dire comme nous le savons tous, mais je me rends compte de plus en plus que la question de l'écologie n'est vraiment pas un souci pour tous, au même degré ni de la même manière. On va en reparler tout à l'heure. Mais pour Monsieur Al-Ash'ari, l'homme a détruit la nature, l'homme a détruit la planète Terre. Nous sommes
nous vivons avec une dette puisque nous avons consommé plus que ce que nous étions censés consommer. Et justement, nous mettons en danger toute forme de vie sur la planète Terre. D'où l'urgence et la nécessité pour la littérature de se saisir de cette question, de cette problématique, pour apporter peut-être un changement de regard. Et je vais profiter de cette dernière réflexion de M. Ash'ari pour dire et pour poser la question, peut-être pour Madame Yasmine Chami, ma question va porter beaucoup plus sur les liens entre les humains, et peut-être pour Annie Lulu, en fonction ou à la lumière de son livre qui est en vente ici et qui est magnifique, que j'ai lu en 2 jours. C'est un pavé de 300 pages. Quand vous le commencez, vous ne pouvez pas vous arrêter. Voilà. Monsieur Ash'ari a parlé de la question de la représentation et du regard. Est-ce que cette destruction de la nature par l'homme tient d'abord à une dimension culturelle, c'est-à-dire une vision, le regard que nous portons sur le vivant, y compris les liens. Et là, les liens avec les vivants. Quand je dis les vivants, les humains, mais aussi les liens entre les humains et les non-humains, à savoir les végétaux et les animaux. Je commence par Annie. Très bien, merci. Juste pour rappeler, Annie est une jeune autrice née en Roumanie, d'un père congolais et d'une mère roumaine. Elle a publié un premier roman qui a reçu 4 prix littéraires. Et même le dernier, justement, il est en lice pour un prix littéraire assez prestigieux. Voilà, la parole est à vous, Annie. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais vous remercier. Quand je suis arrivée en avion sur la ville de Marrakech, j'ai compris que quelque chose de très très beau allait se produire. Et la tonalité de cette ville depuis hier ne cesse de m'émouvoir c'est extraordinaire. Les rencontres humaines sont merveilleuses et les personnes qui vivent ici ou qui traversent cette ville portent quelque chose d'extrêmement poétique. Donc, je vous remercie de m'avoir invitée au Festival du Livre Africain, sa première édition, et d'accueillir de manière aussi chaleureuse tous les auteurs et les autrices que nous sommes pendant ce festival. Et merci au public d'être présent, fidèle, nombreux. C'est vraiment un honneur pour moi, je tenais à le dire. J'aimerais rebondir sur ce qui a été dit précédemment concernant la question de la destruction de la nature par l'homme et joindre cette réflexion, à la dernière question que vous venez de poser, Hanan. Il y a une histoire des idées. Les mots portent des sens dans un contexte historique et culturel. L'émergence de ce concept de nature et son opposition historique dans l'histoire de la philosophie à la notion de culture a un présupposé terrible dont je pense qu'il faut qu'on se débarrasse. C'est cette idée que l'homme n'est plus un animal et que le monde animal est un monde qui nous est inférieur. On a hiérarchisé notre rapport au reste des créatures avec qui nous partageons le jardin dans lequel nous vivons pour les exploiter, pour saccager ce jardin, pour les utiliser à notre guise. Et on a, pour faire cela, eu besoin de supprimer l'idée que l'autre, y compris non humain, est un autre. Il a un visage, il a un regard, des émotions, etc. Aujourd'hui, les découvertes scientifiques récentes, et notamment en neurosciences, et les études constantes menées sur ce sujet, nous permettent de savoir avec précision que les animaux, notamment les mammifères qui génétiquement sont les plus proches des êtres humains, sont dotés, alors au minimum, de sensibilité. Voilà. Pour tous ceux qui ont vécu ou qui vivent avec des animaux, on sait que c'est beaucoup plus que ça et qu'il y a quelque chose de l'ordre, en tout cas, d'une possible base de conscience partagée avec eux. Et là-dessus, je pense qu'on ne peut même plus nier cela aujourd'hui. Le concept de nature est un outil formidable pour permettre le développement, dans le cadre de la révolution humaniste, donc ensuite au XVIe, XVIIe siècle, pour permettre le développement humain et l'avancée dans les droits des peuples sur la Terre. Mais on en voit également les écueils aujourd'hui.
il n'y a pas une menace ou un danger pour la nature. Il y a une espèce sur la Terre dont le comportement conduit à l'effondrement de toutes les autres. Aujourd'hui, 17% des animaux seulement sont des animaux sauvages sur la planète. Voilà. Je pense qu'une révolution culturelle doit avoir lieu à ce sujet. Et à mon avis, cela va de pair avec aussi les intérêts humains à proprement parler. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on reconnaît l'altérité de l'animal, peu importe, à partir du moment où on reconnaît que l'altérité, c'est la source de l'épanouissement, c'est la source du devenir ensemble, c'est la source d'une possibilité de cohabiter harmonieusement dans le jardin magnifique, merveilleux qu'est cette planète. À partir de ce moment-là, on place comme valeur éthique au cœur de l'activité humaine l'autre, l'altérité. À quoi doit-on faire face dans les sociétés humaines aujourd'hui ? À la question des discriminations, à la question des hiérarchisations selon des concepts complètement dingues, la race, toutes sortes de choses de ce genre. Et précisément, le cloisonnement entre hommes et femmes, entre personnes d'origine géographique et ethnoculturelle différentes, etc., qui régit la plupart des sociétés sur cette planète et qui conduit à la discrimination, qui conduit à des sociétés inégalitaires, peut-être vient-il ou utilise-t-il également cette idée que l'autre est inférieur parce que ce n'est pas vraiment un autre. Mais si l'altérité était placée au cœur du projet humain, au cœur du projet culturel, au cœur du projet civilisationnel, peut-être que là, justement, on aurait une clé qui ouvrirait toutes les portes en même temps. Celle de la conscience écologique, à partir du moment où il y a l'autre et que le rapport à l'autre est au centre de notre vie collective, eh bien, le respect est la valeur première, le fait de ne pas porter atteinte physiquement à cet autre. Et je pense que ça permettrait également de remettre au centre cette idée que c'est la question de l'altérité qui est travaillée lorsque on voit des crimes qui ont lieu, qui sont des crimes racistes ou des crimes sexistes, etc. Pour moi, l'écologie et toutes les luttes pour l'égalité et contre l'exploitation sont intimement liées parce que ce n'est qu'un grand cri, un énorme cri qui dit « Je suis un autre avec un grand A et je mérite d'être respecté dans cette altérité, avec mon droit à être cet autre-là. » Et bien sûr, les animaux, lorsqu'ils nous regardent, c'est ce qu'ils nous disent. Voilà. Mais la question de la nature, cette séparation ontologique qu'on a voulu mettre en œuvre entre l'animal humain et les autres espèces, à mon avis, c'est un concept qui ne devrait plus être utilisé, en tout cas plus tel quel aujourd'hui. Je lutte contre, et certains personnages de mon livre d'ailleurs disent que ça n'existe pas. Effectivement, nous allons reparler de votre livre plus longuement. Justement, vous venez de parler des liens et des relations peut-être interhumaines, et je vais poser la question de la supériorité évoquée par Annie Lulu. C'est que l'homme, pendant longtemps, s'est cru supérieur à toute autre forme de vie. Depuis la déclaration, malheureusement, on n'a plus de cela, à Descartes qui a dit « prenez possession de la nature ». Et d'autres formes de domination ont suivi. On va relever cela plus tard, notamment la femme, c'est-à-dire la question du genre et la question de la race. À partir des écrits de Yasmine Chamy, je pose la question de la vulnérabilité de cet être humain qui s'est cru pendant longtemps supérieur à toute autre forme de vie qu'il a dominée, et justement notre vulnérabilité nous a été en quelque sorte renvoyée à la figure, notamment en 2020 avec une crise telle que la pandémie du Covid-19. Qu'est-ce que vous en pensez, Yasmine ? Je pense que le paradoxe de la nature humaine et des humains en général, c'est qu'ils sont d'une extrême complexité. Nous sommes d'une extrême complexité, et dans les projets en apparence les plus ouverts, les plus réparateurs, les plus universels, se cache toujours le risque en fait du détournement du projet initial.
Je pense que quant au XIVe, XVe siècle, les hommes européens, grâce à des avancées techniques incontestables, ont réussi à traverser l'Atlantique pour découvrir des mondes nouveaux. Il y avait au centre de la réflexion intellectuelle en Europe cette question de l'homme, hein, comment remettre l'homme au centre du monde, alors même que la présence de Dieu l'avait mis sur le côté pendant tout le bas et le haut Moyen-Âge. Hein. Donc il y avait une espèce de tentative de remettre donc la dignité humaine, la question de la vie humaine au centre des préoccupations concrètes, hein, avec bien sûr la question du bonheur humain posée au terme de la réflexion humaniste et qui sera poursuivie d'ailleurs au XVIIIe siècle par la philosophie des Lumières et puis tout le long. La question de la vulnérabilité en fait et de la rencontre avec l'autre, elle est extrêmement importante. Vous savez que Montaigne dans ses essais évoque la rencontre entre les Européens et les Indiens du Brésil et d'Amérique en général. Et en fait, il s'érige, hein, il s'indigne très précocement. On est au début du XVIe siècle. Hein, et donc, il s'étonne qu'on les appelle les sauvages et les cannibales. Et il rappelle, pour ramener ses contemporains à un autre regard sur l'autre, justement, pour déconstruire ce regard de la sauvagerie de l'autre, hein, il se livre à une analyse étymologique du mot sauvage. Et il nous rappelle que le mot sauvage vient de Sylvia, la forêt. Et que donc le sauvage, c'est celui qui est naturel. C'est celui qui vit dans la nature et avec la nature et de la nature et pour la nature. Et il oppose, dans un texte absolument magnifique des essais, l'homme sauvage et l'homme dit civilisé. Et donc il s'en prend à ses contemporains et il dresse une critique, un tableau critique extrêmement sévère des conquérants européens en leur demandant en quoi ils sont supérieurs à ces peuples qu'ils ont qualifiés de sauvages. Et en rappelant que, et il le dit en ces termes, hein, il dit que les fruits de notre grande et belle mère nature, la nature, elle est maternelle chez Montaigne, et elle n'est absolument pas opposée à l'esprit et à la rationalité. Donc en quoi les fruits de notre belle mère nature peuvent-ils être surpassés par les fruits, dit-il, artificiels, nés de la vanité des hommes, qui croient dans leur folie supplanter ceux de cette nature nourricière. Et tout le long, Montaigne va questionner en fait le regard ethnocentrique en fait, hein, que les Européens vont porter sur les peuples qu'ils découvrent et donc sur cette fracture qui se crée dans la pensée européenne au nom d'un universel humain, de finalement la fracture et cette césure qui va opposer une humanité européenne face à des sous-humanités et à des sous-mondes, en fait. L'Europe comme le monde, et donc le regard de l'Europe comme fondant le monde, et autour, en fait, hein, ou à côté, ou sous ce regard-là, c'est-à-dire en surplomb l'Europe, et en dessous, en fait, hein, des mondes sauvages qu'il s'agit par la suite, tout au long des conquêtes coloniales, d'arraisonner, en fait, hein, à raisonner, c'est-à-dire à servir, et dit-il, sous le prétexte de les civiliser. Cette réflexion sera poursuivie. Il n'y a pas que Montaigne. Hein. Vous avez Diderot, vous avez Voltaire dans le fameux texte, hein, le Lex de Suriname de Candide. Ils ont tous posé cette question de l'homme sauvage. Et pour finir, Rousseau, à la fin du XVIIIe siècle, fonde ce fameux contrat social, hein, pour rétablir l'équilibre des sociétés déséquilibrées d'Europe, hein, pour rétablir l'égalité entre les hommes, hein, qui était déjà sérieusement affectée. Et dit-il, parce que les hommes ont confondu l'amour de soi, hein, et l'ego. Et donc, il imagine ce fameux contrat social. Et ce contrat social convoque la figure, vous le savez, dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Rousseau convoque la figure justement du bon sauvage, la fameuse figure du bon sauvage, hein, qui est une fiction littéraire en fait, hein, mais qui permet de remettre en avant la question à la fois de l'homme dit naturel, c'est-à-dire hors société, avant sociétés humaines, hein, et la question bien sûr de l'intégration de cet homme dans la nature, qui ne s'était pas encore appropriée puisqu'elle était commune justement dans la fiction européenne élaborée à ce moment-là à tous les hommes. Il n'y avait pas la propriété. Et la propriété, elle est très certainement, je pense, hein, au fondement finalement de cette dérive
du lien entre l'homme et ce qui le fait vivre. En fin de compte, quand on parle d'anthropocène, on ne dit pas autre chose que ça. C'est-à-dire qu'au fond, les mondes vivants dont nous faisons partie, nous avons fini par penser que nous pouvions posséder des vivants qui n'étaient pas des humains, et puis nous avons même possédé des humains qui étaient vivants. Donc, des hommes ont cru qu'ils pouvaient posséder d'autres hommes. Ça, c'est encore une autre histoire. Et il me semble que le fondement du désastre que nous affrontons aujourd'hui, il vient de cette notion de la propriété couplée de manière irrésistible dans l'avancée des sociétés européennes et occidentales à la question finalement à la fois du mieux-être technique. Tout le monde a lu le poème de Voltaire, Le Mondain, dans lequel il se moque de Rousseau en disant si vous avez envie de vivre poilu et dans les cavernes, faites-le tout seul, moi j'aime le confort et le luxe, mais le luxe il a un prix. Et en fait, cette question fondamentale finalement du profit, c'est-à-dire à partir du moment où on considère qu'on peut exploiter des vivants pour en tirer la substance de ce qui nous fait vivre, mais en plus pour en tirer plus que ce dont nous avons pour vivre, à partir du moment où la question qui est posée n'est plus comment vivre dans la vie, mais comment vivre mieux que la vie, plus que la vie. Et dit Rousseau, à partir du moment où ce qui organise la vie sociale, c'est la compétition entre les humains, statutaire, social, économique, politique, il n'y a plus de possibilité en fait de faire machine arrière, parce que tout est exploitable encore davantage. Et donc, au fond, l'arraisonnement des bêtes, l'arraisonnement des sols, l'arraisonnement d'autres hommes conduisent à cette terre exsangue. Nous sommes face en fait à une terre devenue exsangue parce que nos appétits excèdent le vivant. Nos appétits sont mortifères, il faut bien le dire. Donc, bien sûr, Annie, oui, évidemment, et au centre de la réflexion qui doit nous animer, il y a la nécessaire remise en question, sans aucun idéalisme de ma part, mais avec un très grand pragmatisme en réalité, de cette économie néolibérale qui aujourd'hui nous conditionne, c'est-à-dire nous arraisonne nous-mêmes, alors même que nous constatons les désastres autour de nous, et nous sommes dans une sorte de stupeur, une incapacité à repenser ces modèles, dits du développement, dits du progrès. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de progresser, mais ça veut dire qu'il faut se questionner sur la notion de progrès. Qu'est-ce que c'est que progresser? Et peut-être que ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est précisément de reconsidérer la manière dont nous voulons vivre ensemble. C'est-à-dire, il va falloir repenser ce qui nous lie et ce qui nous lie aux autres êtres vivants et imaginer une autre forme d'organisation en dehors des concepts qui nous sont familiers pour pouvoir continuer à vivre dans ce que Michel Serres a appelé, vous le savez, le contrat naturel. Très très beau livre qui lui a valu d'être presque traité de fou quand il est sorti, quelques années avant sa mort. Et ce contrat naturel, il va falloir penser, exactement comme Rousseau a mis en place le fameux contrat social qui nous a conduit à élaborer pratiquement toutes nos constitutions sur Terre aujourd'hui, sont fondées sur cette notion de contrat social. Eh bien, je pense qu'il va falloir penser maintenant en termes de contrat naturel. Merci. Vous gardez le micro. Merci Yasmine. Ce que vous dites me fait penser à beaucoup de choses. Moi, j'aurais aimé faire partie des panélistes puisque c'est l'une de mes préoccupations de recherche majeure. Et vous me faites penser à beaucoup de choses. Justement, ce que vous venez de dire signifie qu'il y a une crise du regard. Il y a une crise dans la culture et dans notre manière d'habiter le monde qui est à réinventer. Il faut repenser tout cela, même si on n'en est pas tous conscients, comme je l'ai dit, au même degré. Et justement, on a remarqué ces dernières années, lors des 2 dernières décennies, un certain nombre de romans qui justement portent sur cette question, c'est-à-dire proposer de nouvelles manières d'habiter la Terre qui sont marquées beaucoup plus par la bienveillance, le partage, c'est-à-dire apprendre à partager la Terre avec d'autres espèces sans les mettre en danger, parce qu'il y a cette relation d'interdépendance. Et justement, Monsieur Al-Ash'ari, dans son dernier roman que je vous recommande, Min Khashabin Watin, que je pourrais traduire, un titre très poétique et hautement évocateur, de bois et de terre, de bois et de terre, Min Khashabin Watin.
C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Ibrahim, avec une carrière très brillante. C'est un banquier, mais qui va tout laisser tomber, va répudier sa femme, et il ira vivre à Al-Ma'moura. Voilà, c'est cette forêt à laquelle Sil Ash'ari rend hommage, justement. Et là, il va faire la connaissance d'un être qu'on aurait tendance à mépriser parce qu'il est petit, il est invisible, comme toutes les minorités d'ailleurs qu'on invisibilise. Les femmes, au nom du genre, de la domination masculine, on invisibilise aussi, on ne voit pas les indigènes au nom de la race, ce que Yasmine a évoqué tout à l'heure. Il fait la connaissance d'un hérisson. Et apparemment, il y a une amitié qui va naître entre Ibrahim et le hérisson qui va lui expliquer en fait ces liens d'interdépendance qui existent entre tous les vivants, y compris l'homme qui se croit supérieur. Et là, il se rend compte de l'importance de l'abeille, chose que je ne cesse de répéter à mes étudiants à l'université. Et là, ils me regardent dans un cours de littérature, qu'est-ce qu'elle a à nous parler d'abeilles? Mais je leur dis, nous avons été sur Mars, mais s'il nous arrive que toutes les abeilles disparaissent, et elles sont déjà là, on a le déclin des ruches, on n'aura pas à manger et on va disparaître. Donc l'homme, dans toute sa supériorité, avec notre ingénierie, avec je ne sais, ça ne sert à rien si l'abeille vient à disparaître. Et justement, il prend conscience de l'importance de ce pollinisateur comme tous les insectes. Et il devient apiculteur. Je vais inviter M. Ash'ari de vous parler un peu plus amplement de ce roman, Min Khashab bin Watin. À vous. شكرا. في الواقع إلا سمحتوا لي نعاود لكم كيفاش جاء هذا الكتاب. في البداية ما كانش في النية ديالي ولا في المشروع ديالي إطلاقا باش نكتب شي كتاب على الطبيعة وعلى الضرورة ديال الاهتمام الإنسان بالمحيط ديالو البيئي. كان في ذهني وهذا اللي كيدل على الترابط ما بين الأشياء. كان في ذهني أولا وقبل كل شيء هو نتساءل من خلال الحكاية، نتساءل على المشكل اللي عندنا ديال احتقار الفرد وعدم إعطاء أي أهمية الاختيارات ديال الأفراد، الاختيار الفردي. خصنا كلنا نكونوا داخلين في واحد القالب جماعي وفي واحد القواعد اللي مفروضة علينا وبما فيها قواعد النجاح. قواعد النجاح يعني مطلوب من الجميع يكون ناجح ومطلوب منه أنه ينجح بواحد الطريقة معينة، أنه يكون عنده عمل يعني خارق للعادة ويكون عنده إمكانية استهلاك كل شيء بغاه، تكون عنده السيارة وتكون عنده الفيلا والدار البحر إلى آخره. هذا الاختيار الفردي والاختيار الحر أحيانا كنغطيوه بواحد النوع من الدفاع على واحد الحقوق جماعية، الحق في الحريات الجماعية، الحق في الديمقراطية، الحق في هذا. ولكن حتى لما كيتحقق واحد شوية من هاد الحقوق الجماعية، ولكن في داخل هاد الشيء اللي كنسميوه الديمقراطية أو كنسميوه الحريات والحقوق الإنسان وداك الشيء، دائما الفرد كفرد ما خصوش يتجاوز الحدود ديال الجماعة، وإلا تولي مصدر ديال الإزعاج وفي نفس الوقت موضوع ديال القمع، لأن إذا كان مزعج خصو يتسجن، خصو يتلاحق، خصو يتحاكم إلى آخره. فاعتمدت على واحد الفكرة، على واحد الشخصية ديال إبراهيم اللي هو بنكي ناجح وناجح اجتماعيا في حياته، ولكن تيحس في واحد الوقت بأن هذا العالم كله اللي هو مسجون فيه، لأن هذا هو الكلمة، الإنسان مسجون في واحد هذا خصو يخرج منه، لأن العالم المعاصر ولا واحد المجموعة ديال العبوديات، ماشي عبودية واحدة، عبودية نحو الحاجيات المفروضة علينا، العبودية نحو التكنولوجيا، العبودية نحو المال، العبودية نحو المدينة، نحو القبيلة، نحو يعني كان مجموعة ديال العبوديات، وهو حس راسو تحت ثقل هذه العبوديات كلها وبغى يتحرر منها.
الاختيار الفردي اللي عمل اختيار بسيط، لأنه قرأ مقال على احتمال اختفاء النحل، وشاف واحد الوثائقي على الاختفاء النحل، العنوان ديالو هو لو سيلونس دو موند، يعني من ما غادي يولي العالم كله ما فيهش الصوت ديال هذا التلقيح السحري اللي كيقوم به النحل الحياة برمتها، اعتمادا على واحد القصة واحد المنتجين الصينيين ديال الكمثرى الجاس، اللي كانوا تعملوا صناديق النحل في الضيعه ديالهم باش كتقوم هي بالتلقيح، ولكن ملي بداو يستعملوا المواد الكيماويه وداك الشيء اختفى النحل، ولاو مضطرين يعملوا التلقيح بيديهم بواسطه العمال، ولا اختفى الصوت اللي كان تيجمع ما بين الميلاد ديال الثمرة وما بين منذ ظهور الزهرة إلى حين استهلاك الثمرة من طرف الإنسان. اختفى هذا الشيء كله. اعتمادا على هاد القصة هذه، هو قال مع راسو غادي نختار اختيار آخر، ما نبقاش في البنك، ما نبقاش في الفيلا، ما نبقاش مجوج، ما نبقاش في هذا الشيء كله، غادي نمشي ندير واحد المشروع ديال تربية النحل ونقرب ما أمكن من الغابة. هنا كتبدا العلاقة ديالي بالغابة. أنا عشت في الرباط، ودائما كنعرف بأن كاين الغابات المعمورة، ولكن الإحساس ديالي أن حتى حد في الرباط مسيق الخبر بأن كاين غابة كبيرة سميتها المعمورة فيها 130 ألف هكتار ديال شجر الفلين اللي هو شجر سحري تماما، وحسيت بأنه هذه الغابة محتاجة أنه نعرفها أولا. فمن خلال البحث على الغابات تبين لي بأن كانت يعني في بؤرة الحياة السياسية والاقتصادية المغرب. يعني هذه الغابة كانت هي الممول الأساسي بالفحم للرباط والسلا والقنيطرة لمدة عقود، وكان فيها بحيرات ديال الماء اللي تجيب الماء حتى للمسجد الأعظم ديال سلا مثلا، وكانت فيها واحد الحياة وفيها واحد الصراع. كان صراع ما بين القبائل، ما بين قبيلة أمازيغية هي زمور وقبيلة عربية هي بني حسن، ولكن المثير للانتباه هو أنها كانت دائما محط حملات قوية وشرسة ودموية تقوم بها السلطة المركزية على القبائل الموجودة داخل المعمورة أو حوالي المعمورة. وهذه الحملات لسبب بسيط، هو أن المعمورة كتحت الوسط البلاد، وأن التأمين ديالها هو اللي كيسمح بالانتقال من شمال المغرب إلى جنوب المغرب، والوقت اللي تكون فيه اضطرابات في هذه المناطق حتى السلطان نفسه باش ينتقل من العاصمة ديالو الفاس إلى العاصمة مراكش خصو يعمل واحد الدورة حتى يخرج للعرايش ويجي مع الشريط البحري وعاد يمشي لمراكش. الغابة إذن كانت واحد البؤرة ديال الحياة وديال العلاقات الإنسانية القوية وديال إنتاج الأدب أيضا، لأن الأغاني والحكايات والأحاجي ديال النساء وديال القبائل المختلفة شكلت واحد الأدب شفوي مهم، للأسف مجهول حتى اليوم وما حولوش دراسات مهمة. ولكن بصفة عامة الكائنات الحية على بساطتها، والقنفذ اللي هو شخصية أساسية في الرواية تعطي هذه الصورة ديال حيوية الكائنات الحية مهما كانت صغيرة ومهما كانت ضئيلة. لأن إبراهيم في أول لقاء مع هذا القنفذ اكتشفه مجروح، وبما أنه كان حديث العهد إبراهيم بمحبة الطبيعة والكائنات ديالها، فبغى يعمل واحد العمل إنساني ما متعودش عليه نهائيا، هو يهز هذاك القنفذ المجروح ويديه يداويه،
المفاجأة ديالها الأولى كانت هي أن البيطريين في جميع المناطق اللي هو قريب لها ما عمرها عرفت معالجة القنفذ. يعني أنت تعالج الخيول والأبقار، ولكن القنفذ كائن ما عمر شي واحد دار شي طبيب. فهاد القنفذ تيداوى، ومن بعد ملي تيبغي إبراهيم يرجعو للغابة القنفذ كيتمرد وكيهرب من السيارة وكيبقى في المدينة. وشيئا فشيئا القنافذ اللي كانت السكنة ديالها هي الغابة كتسلل شوية بشوية عن طريق هذا القنفذ الأول اللي جا وسكن في مرجان، في عاصمة الاستهلاك إلا بغينا نقولوا، واستدرج قنافذ أخرى. وفي واحد الوقت اختلطت الأمور، الإنسان اللي طرد الكائنات من الغابة ولا تيقلب على مكان في الغابة، والقنافذ وما شابه اللي احتل الإنسان المجال ديالها الطبيعي احتلت مدينة الرباط. الرواية يعني كتبتها وسالتها في يعني في نهاية 2019، ومن بعد جاء الوباء الكوفيد واكتشفنا واحد النهار أن الخنزير البري تيتجول حدا مرجان في الرباط. شكرا لكم. Merci, Monsieur Ash'ari. Je ne sais pas si je devrais traduire, ça risque de nous prendre beaucoup de temps, mais pour résumer brièvement, c'est l'histoire de Ibrahim et de cet hérisson avec une relation, un renversement de situation en quelque sorte, puisque le hérisson qui va être soigné par Ibrahim, qui a quitté la ville pour habiter la forêt de Ma'moura, va choisir de vivre auprès d'un supermarché qui est en quelque sorte la métaphore de la consommation. Le plus important, c'est que M. Ash'ari a voulu écrire un roman pour dire que l'homme moderne aujourd'hui vit sous l'emprise des injonctions sociales qui nous dessinent les mêmes trajectoires et les mêmes modèles de réussite sociale et qui tournent autour justement de la question de la déliaison avec la nature et surtout de la consommation. En parlant justement de l'importance de l'infiniment petit, je vais demander à Annie Lulu, justement dans votre roman, les personnages, je dirais, on a 3 générations de femmes. C'est ça ce qui est très beau dans le roman. Et c'est un roman écoféministe. Je vais me permettre de lui accoler cette étiquette. Qu'est-ce que l'écoféminisme? C'est cette contraction de l'écologie et du féminisme. Donc on a 3 générations de femmes. Et justement, si Ibrahim a soigné le hérisson, Annie Lulu, à un certain moment, quand une société pétrolière vient pour mettre la main sur les terres natales de Margaret ou Maggie, l'un des chasseurs qui vient de la ville tire sur Annie Pala, une femelle, et elle était, voilà, elle avait un petit, on tue la maman, et justement, on a aussi un féminicide dans le roman. Et on essaie de sauver le petit, et la grand-mère, qui elle est aveugle, mais qui est d'une sagacité particulière, va demander à sa fille Maggie d'allaiter le petit pour qu'il ne meure pas. Cela me ramène à la question suivante. Est-ce que les sociétés, je parle de l'Océanie, pas que de l'Afrique, l'Océanie, l'Amazonie, est-ce que certaines sociétés qui ont été dominées par le rapport colonial, par l'Occident, possèdent des philosophies qui pensent le rapport au vivant de manière différente, c'est-à-dire sans rapport de domination, mais plutôt un rapport de cohabitation? Voilà. Alors, je ne suis pas anthropologue, donc je ne peux pas vous faire une réponse scientifique étayée. En revanche, je milite depuis plusieurs années et j'ai eu l'occasion de rencontrer des activistes autochtones de plusieurs continents, d'Amérique du Nord, d'Afrique, d'Inde également. Et le point commun que j'éprouve, que je ressens comme expérience humaine à la rencontre de tous ces militants et militantes culturelles pour leur peuple, c'est qu'il y a toujours au cœur de leurs préoccupations le lien entre la destruction
de leur terre, de leur territoire, et la destruction culturelle qui serait la conséquence de l'atteinte à leur territoire. C'est assez évident quand on regarde l'histoire. Alors moi, je ne les appelle pas amérindiens ou indiens parce qu'on sait que l'Inde, c'est ailleurs. Et en fait, Colomb et les autres se sont trompés. Donc il est temps qu'on reconnaisse que ces gens avaient tort. Les camarades autochtones qui vivent sur les territoires de ce qui est aujourd'hui l'Amérique, dont les peuples et les cultures préexistent de plusieurs milliers d'années à ce qui est aujourd'hui l'Amérique, lorsqu'ils ont été envahis, colonisés, génocidés aussi physiquement, un processus s'est mis en place pour remplacer, pour substituer les utilisations des territoires qu'ils traversaient et sur lesquels ils habitaient à de nouveaux modes de vie sur ces territoires. Et ce qui m'a le plus frappé lorsque j'ai fait mon année de recherche documentaire pour écrire mon roman, c'est que les premières réserves naturelles, donc qui sont montrées comme des exemples précoces des soucis écologiques d'aujourd'hui, ces premières réserves naturelles ont été mises en œuvre aux États-Unis, sur des territoires vidés de leur population autochtone, qui avaient été soit chassés, soit parqués ailleurs, dans ce qu'on appelle les réserves, tout court, c'est pour les êtres humains, et protégés légalement, comme étant des endroits où les paysages, la nature, les êtres naturels pourraient continuer d'exister librement et pour le plaisir de nos yeux et de nos promenades. Je pense qu'il faut se méfier. L'écologie, même si c'est une grande notion dans laquelle on peut mettre plein de choses, justement, on peut mettre énormément de choses sous cette notion, sous ce chapeau, a aussi plusieurs histoires. Les pensées qu'on dit écologiques aujourd'hui ont des racines historiques et on ne peut pas les mélanger partout sur la planète. Il y a des sociétés qui sont aujourd'hui matrilinéaires et matriarcales sur Terre, même si la majorité des sociétés sont patriarcales et patrilinéaires. Elles essaient de continuer d'exister. Il y a des sociétés qui n'ont pas intérêt à intégrer ce concept de nature parce que le simple fait de perpétuer, d'essayer de faire perpétuer leur tradition et leur existence culturelle, et je pense à des peuples autochtones d'Amazonie, comme en Guyane, avec les Kalina, les Teko, ou au nord de ce continent, on voit très bien qu'il y a un lien dans la culture même entre l'espace, les habitants de cet espace, y compris non-humains, les autres animaux, et la manière de se comporter dans cet espace, la manière d'utiliser les choses de cet espace, et ainsi de suite. Et à trop vouloir proposer des solutions intellectuelles pour pouvoir faire triompher cette idée d'écologie, on en oublie que le premier souci qu'on devrait avoir, c'est de respecter les autres modes de vie. Et quelque part, avec cette concentration, ce focus contemporain autour de ces questions, je crois qu'on se trompe encore 3 fois plus. Il faut un peu d'humilité. D'autres peuples que les peuples des sociétés occidentales ont trouvé d'autres manières d'habiter cette terre, essayent de continuer, pour ceux qui ont survécu aux invasions de leur territoire, et ont d'autres choses à dire, d'autres visions du monde à porter. Et je crois qu'on devrait simplement, tous qui sommes influencés par le mode de vie consumériste majoritaire, faire un pas de côté et nous taire, et écouter, et regarder, et comprendre que la réparation de ce monde implique, donc de façon aussi très concrète par rapport à la biodiversité, implique un retrait des hommes. Venir massivement, encore plus,
déployer l'idée que c'est à partir de la philosophie, qui est une activité purement humaine, qu'on va résoudre le problème, ou qu'on peut résoudre le problème parce qu'on est des super-humains, je pense que c'est une erreur. Il faut, à mon avis, essayer de réfléchir à une manière de continuer d'exister comme société humaine, de manière plus respectueuse, mais accepter de se mettre en retrait. Et cela, on l'a constaté que même sur le plan politique, ça avait un énorme impact. Aujourd'hui, les peuples autochtones du monde entier se réunissent, aux Nations Unies par exemple, ou se réunissent dans des contre-réunions, on l'a vu avec la COP21, essayent d'organiser la résistance de leur population face, par exemple, à l'extraction minière, face à la construction d'oléoducs géants, comme c'est le cas actuellement en Tanzanie, comme ça a été le cas au Dakota avec le Dakota Access Pipeline, face à ces grands projets qui considèrent que la planète, en fait, est une réserve avec des ressources et qui fracturent les sols, qui déplacent des populations entières, qui assèchent et appauvrissent les terres. Face à ça, les populations du monde entier se mobilisent. Voilà. C'est simplement que leur voix n'est pas celle que l'on écoute d'abord. On va écouter des voix qui sont, des sortes de voix de bonne conscience, qui essayent de réfléchir à un autre futur en ne comprenant pas que, en tout cas, le centre du futur n'est pas là où il est actuellement, ni culturellement, ni économiquement. Voilà. Je pense que mes personnages, c'est quelque chose qu'elles essayent, en tant que femmes, d'infuser de génération en génération dans leur famille. Et elles le font d'une manière qui n'est pas politique à proprement parler. C'est simplement que, comme dit Gnagna, moi je suis une mère, donc je ne mange pas les enfants des autres mères. On pourrait dire, mais elle est végane, elle est végétarienne. Non, c'est pas du tout comme ça qu'elle se pose la question. Sa propre mère, qui est une femme aveugle et qui décide de résister à une compagnie pétrolière qui vient exproprier les gens de son village, le fait pas parce qu'elle s'oppose par principe à la compagnie pétrolière ou par des idées politiques ou parce qu'elle est marxiste, ou elle le fait simplement parce qu'elle dit, en fait, ça n'appartient à personne. Donc c'est quoi cette histoire ? Et les autres, et quand elle pense aux autres créatures qui vont être affectées par la construction de ce pipeline. J'essaye de prendre exemple dans ma vie et de faire vivre dans mes ouvrages. J'essaye de prendre exemple sur des rencontres humaines qui m'ont énormément frappée, de femmes qui sont des activistes pour leur peuple, de femmes autochtones du monde entier que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui très naturellement font les liens entre la justice environnementale, la justice sociale, la justice climatique et la question de la condition féminine aujourd'hui, sans que ça ait besoin nécessairement de passer par nos concepts européocentrés ou occidentaux-centrés. Et ça me paraît important, ça, cette idée que, en fait, on ne peut pas simplement dire « Ah ben on a détruit la planète, on a détruit la nature. Bon ben maintenant voyons comment est-ce qu'on peut la réparer. » Et en pensant que ça va arriver de façon magique parce qu'on est super puissant. Non, non. Si on la détruit, c'est parce qu'on n'est pas capable d'en prendre soin. Peut-être que d'autres, eux, peuvent le faire. Mettons-nous en retrait. Écoutons les traditions qui ne sont pas les traditions dominantes et laissons-les faire. Merci Annie. Tout en prenant en considération le fait que des fois l'activisme politique peut coûter cher, et tout comme on a des martyrs, comment est-ce qu'on appelle cela, les martyrs écologiques, c'est peut-être déplacé, mais on a des gens qui ont été tués, ça continue en Amérique latine, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique, on a un grand auteur qui a été évoqué par monsieur Jean-Marie Leclésio la dernière fois, Ken Saro-Wiwa, il a parlé beaucoup plus de la fille, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le père, qui c'était un grand auteur qui a écrit un roman très connu, Sousa Boy, sur les enfants soldats, pour s'être opposé à l'édification d'un pipeline, il a été tué, justement, condamné à mort par le président du Nigeria à l'époque. Voilà, donc on a aussi des martyrs de l'écologie, comme quoi ça continue. Des assassinats, voilà. Continue. Encore l'année dernière, une femme militante dans un village, ça continue.
Tout à fait. Et c'est aussi une façon pour moi de rappeler que certains pensent que l'écologie, ce n'est pas l'affaire des Africains. Voilà, nous, on a d'autres soucis. Et justement, ce qui est malheureux, c'est quand nous-mêmes, nous le pensons. Et on va dire, non, non, l'humain d'abord. Il nous manque beaucoup de choses. Mais l'humain ne survivra pas. Et la preuve, par exemple, on a Vanessa Nakate, je ne sais pas si vous êtes au courant, cette jeune fille qui a participé à un forum économique à Davos. Et justement, elle avait, comme activiste écologique, elle avait pris une photo avec d'autres jeunes filles blanches. Et au moment de l'apparition de l'article, on avait tronqué la photo, on avait supprimé on l'avait évacué de la photo. Ça a été, et là on avait parlé, ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Il y a 2 ans, c'est en 2020 à Davos. Et là, il a écrit ce livre, Une écologie sans frontières, ce que nous appelons ici de nos voeux. Et je vais donner le mot de la fin à Yasmine, justement sur ce rapport à l'écologie. Et c'est beaucoup plus l'écologie et la littérature. Je vous demande, Yasmine, est-ce que la littérature, en prenant à bras-le-corps la question de l'écologie, elle ne risque pas de devenir moralisatrice et de trahir un peu son essence et sa nature? Alors, je pense que la littérature a toujours été écologique, avant l'invention de l'écologie, en fait. Je pense que la littérature a à voir avec la question fondamentale de la vulnérabilité et de la manière dont les hommes subjectivement, en fait, traversent les changements objectifs qui leur sont imposés. Je ne peux pas m'empêcher de penser au poème de Baudelaire, Le Cygne, dans lequel, évoquant la modernisation de la ville de Paris, il constate son incapacité à abandonner la ville qu'il connaissait et à s'adapter. En fait, c'est la grande question de l'adaptation, des blessures, en fait, certaines réparables et d'autres irréparables, que le cours de ce qu'on a appelé le progrès des sociétés humaines, l'industrialisation, la matérialisation du monde, l'économie libérale, tous ces phénomènes que nous avons à la fois contribué à, parce que nous sommes aussi responsables en Afrique, hein, nous avons quand même accueilli, accepté et même servi le dieu argent. Nous continuons aussi d'adorer le veau d'or. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que nous faisons à nos propres populations, c'est-à-dire au fond, il y a des endroits au Maroc, des écosystèmes, hein, ils ne sont peut-être pas écologiques, ils sont au cœur des villes, ça s'appelle des bidonvilles, où les gens ont inventé des manières de vivre dans un environnement extraordinairement difficile et précaire, mais où ils ont bricolé. J'ai un ami artiste, Mohamed Elbez, qui a intitulé toute son œuvre « Bricoler l'incurable ». Et en fait, et parfois, l'État décide de les recaser. Hein, donc recaser, alors on recase, on met ailleurs, dans des environnements où en fait les écosystèmes ne sont pas favorables. Hein, et donc, les humains sont aussi... en fait, je crois que nous aurions dû prendre conscience en fait au moment très probablement de la Shoah en Europe, de la faillite, en fait, d'une certaine manière, dont la rationalité occidentale a pensé le monde. Et je crois que de faillite en faillite, en fait, hein, cette première, ce tremblement de terre, en fait, hein, c'est pas le premier génocide, mais c'est le premier génocide à l'intérieur du territoire qui a érigé la raison toute puissante, la rationalité sèche, en dehors de la sensibilité, en fait. Et je crois que nous devons... La littérature, c'est pour moi le territoire de la sensibilité, c'est le territoire de la complexité. Et en tant que telle, elle est par définition ce qui nous permet de nous sentir vivants, de nous penser vivants ensemble et liés. Je ne crois pas qu'il y ait un geste plus fondateur pour penser, pour sentir, pour vivre le lien humain en dehors de la parole échangée et du contact charnel avec un autre humain que d'ouvrir un livre et d'entrer dans le monde que nous propose un écrivain. Parce que dans ce monde-là, il nous convoque, il nous tend la main comme il peut, avec des mots parfois défaillants, avec des fragilités, et il expose, souvent les écrivains exposent leurs failles, ils travaillent dans la faille quand ils sont sincères, et ce travail dans la faille, ça nous invite aussi au courage, et ça nous invite en fait à regarder ce qui, dans nos façons de vivre, dans nos façons de penser, dans nos façons de tisser des liens, dans nos façons d'appréhender les autres, en fait. Hein. Et partout où on est, pas seulement en Europe, mais en Afrique, en Asie,
en Amazonie, partout en fait. Nous sommes nos pires ennemis. Et nous sommes vraiment souvent les pires ennemis de ce qui nous fait vivre, de ce qui nous fait tenir, cette fine écorce en fait, vivante par miracle, que nous fossoyons davantage chaque jour. Et peut-être que pour moi la littérature c'est le dernier territoire du sensible en fait, du sensible rendu humain, c'est-à-dire la possibilité pour les humains, dans leur langage et dans ces vibrations les plus ténues, au fond de ce savoir vivant. C'est ce qui nous reste pour nous savoir vivants, toujours.